Manès Nadel, tu partages cet avis? Un bon début? Oui, plutôt, je pense qu'effectivement, c'est pas au niveau face à la mobilisation qui devrait avoir lieu dans un contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire celui d'une crise sociale d'une ampleur inédite et celui d'un déni de démocratie qui peut quand même pas être passé sous silence malgré tout. Je pense effectivement que c'est une première marche avant la suite, je l'espère. Il faut qu'il y ait des manifestations qui aillent crescendo jusqu'à ce qu'on puisse obtenir l'abrogation en premier lieu de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et sur ce point, je pense aussi que si l'unité dans l'action, elle est nécessaire, et donc je pense qu'il y a une nécessité effectivement d'élargir cette intersyndicale et d'élargir aujourd'hui tous les modes d'action qu'on a, c'est-à-dire la grève et puis des assemblées générales qui doivent s'organiser dans les lycées, dans les universités, dans les usines, dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a aussi une nécessité de parler de manière claire, et donc il n'y aura pas, je pense, de compromis possible, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Et face à ce que dit Michel Barnier, il faut quand même le dire, il n'y a pas à avoir de négociation sur le fait de l'aménager, cette réforme des retraites. Elle a été refusée par le pays, par le mouvement social, et aujourd'hui on a la possibilité vraiment d'aller chercher son abrogation, et c'est donc la priorité absolue. Oui, Nadel, je rappelle que tu es président de l'Union syndicale lycéenne. Qu'est-ce que tu attends du gouvernement Barnier? Qu'est-ce que vous attendez, les lycéens, les étudiants du Premier ministre? Non, on n'en attend rien concrètement. Ce gouvernement, il est celui d'une alliance entre la droite et l'extrême droite. Donc on sait bien que si maintenant, effectivement, il y a une dimension raciste et antidémocratique qui est assez clairement assumée, notamment par Bruno Retailleau, du point de vue social, c'est la même chose. Et c'est la préservation des mêmes intérêts. Donc il n'y a rien à en attendre. Après, si on peut être imaginatif, on peut dire oui, ce qui devrait être fait pour l'éducation. Et ça, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que la rentrée a été extrêmement difficile pour des milliers de lycéens, lycéennes, du point de vue des conditions matériel de cette rentrée, sur la cantine, sur les fournitures scolaires, et on sait bien qu'on continue là à évoluer dans un milieu scolaire où il n'y a pas évidemment de professeurs devant chaque classe et où il n'y a pas un climat qui permette d'étudier sereinement au niveau des rythmes scolaires, au niveau évidemment de Parcoursup, du nouveau bac. Bref, je pourrais faire un inventaire assez long, mais la vraie question, et c'est d'ailleurs la même chose que sur cette réforme des retraites, c'est qu'il faut mettre l'argent sur la table. Ce que nous promet Michel Barnier, c'est un gouvernement d'austérité. Bon, ça, c'est pas acceptable parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas couper dans les budgets d'éducation nationale. Et donc, l'argent, il doit être mis sur la table. Ça fait 7 ans que ça n'a pas été fait. Et donc, il faut aller le chercher nous-mêmes, je pense. Alors, il y a Michel Barnier, je vais y arriver, lors de sa déclaration de politique générale, a fait une proposition. Il a suggéré de faire appel aux retraités pour assurer le remplacement des professeurs absents. Est-ce que c'est une solution qui te semble satisfaisante? Non, je pense que c'est satisfaisant pour personne. S'il y a des professeurs retraités, c'est qu'ils ont besoin d'être à la retraite, c'est pour ça que la retraite existe. Il n'y a pas à faire travailler les retraités. Il y a par contre effectivement à embaucher en nombre des professeurs et des personnes pour les former. C'est la seule réponse, honnêtement. Et d'ailleurs, on voit bien que si les gouvernements, depuis plusieurs années, utilisent énormément la thématique de l'école, en font à chaque fois une cause centrale, c'est surtout pour la détourner à des fins de discours sur l'autorité, etc. Mais pas du tout pour régler les vrais soucis qui s'y posent. Parce que s'ils voulaient le faire, c'est très simple. Vous savez, il y a des organisations représentatives du point de vue des élèves et du point de vue des professeurs. On retourne, on va négocier et on voit ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, c'est pas de ce genre de mesurettes, c'est plutôt d'avoir effectivement des budgets sur la table. Et ça, on sait bien que ça ne va pas arriver sans qu'on ne fasse rien. Je le disais tout à l'heure, la CFDT, la FO, la CFTC, encore l'UNSA, de rejoindre ce mouvement de grève. Comment vous allez compter grossir et construire ce mouvement de contestation avec un front syndical pour le moment pas assez fort? Il y aura des discussions, ça c'est une certitude. Et puis nous, à l'Union syndicale lycéenne, on est partisans d'appeler, l'idée d'étape par étape convient effectivement, mais d'appeler à chaque mobilisation dès lors que c'est utile. Et donc nous, déjà, sur cette rentrée sociale, on a un peu bousculé les choses puisqu'on a participé à l'organisation de 2 manifestations, le 7 et le 21 septembre, sur justement le déni de démocratie d'Emmanuel Macron. Et notre objectif, dans les semaines à venir, et avec comme premier point d'arrivée l'abrogation de la réforme des retraites, c'est de construire des convergences. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'il y aurait d'un côté les questions sociales qui ont été parfaitement évoquées par Aurélien et d'un autre côté les questions démocratiques. C'est-à-dire qu'avec un déni de la démocratie et du résultat sorti des urnes, comment espérer qu'on ait ensuite du dialogue social et des négociations salariales? Ça n'a pas de sens. Donc on sait très bien que s'ils ne nous écoutent pas dans les urnes, ils vont encore moins nous écouter dans des cadres de discussion qui en plus sont construites de telle manière à ce qu'on ne puisse pas les utiliser réellement. Et aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut un peu tout faire à la fois, c'est-à-dire à la fois se mobiliser le plus que c'est possible et construire une mobilisation dans la rue, le faire dans les instances. Et si je peux faire simplement un petit aparté, on a communiqué sur le fait que cette année, ce qui est
assez inédit en tout cas dans le nombre de cas. Nos candidats ont été interdits de présenter une candidature de l'Union syndicale lycéenne au conseil de vie lycéenne. Donc je dénonce fermement cette atteinte à la démocratie lycéenne et il faut absolument qu'on soit reçu par le ministère de l'Éducation nationale et que ces faits ne se généralisent pas parce que ça n'est pas normal, ça n'est pas légal. Est-ce que tu arrives à l'expliquer cette atteinte ? Oui, si vous voulez, il y a des élections dans chaque lycée. Ça, normalement, tout le monde le sait pour ceux qui ont des enfants au lycée ou qui sont eux-mêmes au lycée. Et donc chacun peut élire ses représentants qui ensuite eux-mêmes vont en élire d'autres dans une série d'élections qui sont par essence indirecte et qui empêche justement une représentation directe des lycéens et lycéennes. Et au final, on a une représentation nationale. C'est le Conseil supérieur de l'éducation dans lequel siègent 4 élus lycéens et le Conseil national de la vie lycéenne. Dans ces élections, nous nous présentons à chaque fois, tous les 2 ans. Et là, cette fois-ci, on nous empêche de nous présenter directement devant les lycéens, alors que pourtant, ce sont nos listes qui ont vocation à être peut-être élus au Conseil supérieur de l'éducation. Et ça, il n'y a aucun texte qui dit que c'est possible de faire ça. On ne peut pas empêcher des gens de se réclamer d'une organisation qui plus est lycéenne. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, le resserrement antidémocratique au niveau du climat général, et en particulier avec la dissolution et ce qui s'en est suivi, permet à des établissements, du fait qu'il n'y a pas du tout de directive à ce sujet, de prendre ce genre de décisions qui sont des décisions de restriction de la démocratie lycéenne qui est déjà très, très, très limitée. Donc nous, on aimerait être représentatif, on aimerait pouvoir justement avoir une représentation fiable de ce que pensent les lycéens et lycéennes. Et aujourd'hui, on sait bien que dans ces instances siègent des élus lycéens qui se rattachent au final à des organisations plutôt partisanes ou qui se rapprochent du macronisme et même qui se rapprochent à des débris de ce qu'était Avenir lycéen pour ceux qui connaissent. Et ça n'est pas représentatif des lycéens et lycéennes. Et aujourd'hui, on n'a aucun cadre pour être représenté de manière claire et on le voit encore avec ces atteintes. Et évidemment, nous, ça ne nous empêche pas de nous mobiliser dans la rue et on va continuer à le faire et on va continuer à faire en sorte de partout porter au maximum la voix des lycéens et lycéennes parce que évidemment qu'il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas de consensus autour de Parcoursup, autour de toute une série de choses. Et ça, il faut continuer à le porter. J'aimerais qu'on évoque un dernier point, celui de la répression policière qui dissuade beaucoup de personnes à faire grève et à manifester. Comment ça s'est passé aujourd'hui avec les forces de l'ordre ? Et est-ce que la répression judiciaire, justement, c'est quelque chose qui vous effraie ou effraie les militants à rejoindre les rangs de la mobilisation ? Évidemment, je pense qu'il y a 2 choses qui empêchent dans les esprits ou qui visent à empêcher les gens de se mobiliser. D'une part, l'espèce d'apathie qu'on essaye... vous voyez, elle tombe pas du ciel en fait. Le fait que les gens se disent que rien n'est possible et que tout ce que fait la gauche, elle le fait mal et que ça ne mène à rien, c'est pas une idée qui est arrivée comme ça. C'est les médias qui, toute la journée, depuis des mois et des mois, nous bourrent le crâne avec ça. Et ensuite, il y a évidemment la répression. C'est-à-dire que dès lors qu'on se mobilise et qu'on se retrouve matraqué par la police, ça donne assez logiquement un peu moins envie de le faire par la suite. Et là, aujourd'hui, je pense que ça s'est plutôt bien passé dans l'idée générale, mais avec des discours qui sont ceux, par exemple, de Bruno Retailleau, qui va jusqu'à mettre en cause l'état de droit, on sait bien que les choses vont aller, encore une fois, en progressant de ce côté-là. Et on sait aussi, et je terminerai par ça, que pour ce qui est en tout cas des blocages d'établissements, et on espère qu'on se dirigera vers ça dans les semaines à venir, dès lors que vous vous mobilisez dans un lycée de banlieue, il y a 10 fois plus de chances qu'il soit réprimé. Et dès lors que c'est, par exemple, sur la Palestine, comme c'était le cas l'année dernière, alors c'est encore 10 fois plus de chances. Et on se retrouve avec des lycéens qui terminent en garde à vue, matraqués. Et ça, depuis des années, c'est de plus en plus. Et c'est pas avec ce genre de gouvernement que ça va aller en s'améliorant.